ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Salut Corinne, comment ça va? Salut Dorine, ça va très bien, merci. Alors je suis enchantée de te recevoir sur le podcast car tu es une entrepreneure et investisseuse aguerrie. Vous êtes actuellement, vous êtes aussi formateur en investissement immobilier. Donc je dis vous, alors je précise à l'audience, parce qu'en fait en réalité Corinne a une associée. Oui. Mélanie, avec qui elle travaille. Et du coup, là, aujourd'hui, j'interviewe Corinne et j'ai prévu une autre interview avec Mélanie dans quelques temps, il me semble bientôt même. Ouais. Donc voilà, donc comme ça, je fais un interview pour chacune d'elles pour qu'on apprenne bien à les connaître parce que ce sont les deux, on va dire, je sais pas comment dire, les deux chefs d'entreprise d'investir comme elles. Je sais pas C'est si ça. Voilà. Non, mais c'est ça, on est fondatrice associée de la société Investir comme elle, tout à fait. Exactement. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de prendre le temps, Corinne, d'apprendre à te connaître, parce que moi, pour ma part, je connais pas tout ton parcours, voilà, et j'aimerais vraiment que tu me détailles un petit peu d'où tu viens, voilà, qu'on reparte un petit peu du départ, voilà, comment t'en arrives là, et j'aime bien revenir aux sources du coup. Ok. Donc, t'es né dans quel type de famille? Quelles étaient tes croyances au départ? Peut-être quel type d'études t'as fait? Enfin, voilà, un petit peu le contexte de... Ok, ça marche. Donc moi, je suis originaire de Lorraine. Je suis née dans une famille, j'allais dire, normale. J'ai mes deux parents qui étaient professeurs des écoles, on dit maintenant, mais à l'époque, c'était instituteurs et institutrices. Donc, fonctionnaires, sécurité de l'emploi, ils ont fait le même travail toute leur vie. Enfin, mon père vers la fin de sa carrière, après, il a fait un autre job, mais toujours dans l'éducation nationale. Mais voilà. Donc, en termes de contexte, pas d'investisseurs dans ma famille, pas d'entrepreneurs dans ma famille. J'ai un grand frère. Et voilà. Donc, vraiment parcours très, 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 très éloigné de tout ce qui est investissement immobilier, entrepreneuriat. Et du coup, je suis partie pour faire mes études. Donc, je fais une école d'ingénieur à Compiègne. C'est génie systèmes urbains. Donc, tout ce qui va être génie civil, architecture, environnement et urbanisme. Et voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que je suis rentrée dans la vie active en n'ayant aucune notion, j'allais dire, d'entrepreneuriat ou d'investissement ou quoi que ce soit. Ok, donc là, on en est arrivé au fait que tu commences, j'imagine, à travailler après tes études. Ouais, alors du coup, comment ça se passe? Je fais mon projet de fin d'études en cabinet d'urbanisme dans le sud. Après, je cherche un premier job. Et là, je déchante un petit peu aussi entre ce qu'on te vend en disant ouais, tu vas trouver un boulot sans problème et tout. Et la réalité j'ai balancé, je pense, plus d'une centaine de CV avant de daigner trouver une entreprise avant de trouver une entreprise qui a bien voulu daigner m'embaucher. Et du coup, à ce moment-là, donc j'étais à Toulon et je trouve un job. J'ai mis quasiment, je dis 4 mois, mais ouais, entre 4 et 6 mois pour trouver mon premier job. Donc, entre-temps, j'ai fait des petits boulots, j'ai fait plein de petits boulots différents. Et du coup, je prends mon premier job en 2004 d'urbaniste sur Annecy. Et je ne connaissais pas du tout la ville d'Annecy et j'y suis allée en disant bon, on verra. Ouais, c'est la montagne. En fait, c'est juste ouf comme ville, quoi. C'est magnifique. Bon, c'est très, très, très cher au niveau immobilier, mais c'est un cadre de vie tellement paradisiaque. T'as le lac, t'as la montagne, enfin, voilà, quoi. Ok, un peu comme la Suisse en fait, non? Ouais, ouais, ouais. Franchement, ouais. Trop bien. Trop cool. Et du coup, là, comment à un moment donné, parce que j'imagine du coup que tes parents, ils avaient peut-être maximum leur résidence principale et c'est tout. En C'est général, tout. les Français moyens, c'est ça qu'ils font. Enfin, moyen C'est dans le ça. sens moyen dans le sens de la moyenne, quoi. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et du coup là, comment tu te dis, comment tu te positionnes par rapport à l'immobilier? T'as déjà des réflexions qui se sont faites dans ta tête ou? Absolument pas.
absolument pas. Donc, mon premier job à Annecy, pendant 3 ans, je suis locataire. Je galère un peu d'ailleurs financièrement parce que les loyers étant très élevés et moi ayant un salaire de débutant, même si c'est ingénieur, ça reste ingénieur débutant, je n'étais quand même pas payé bien lourd. Et en gros, si tu veux, j'ai démarré. Alors à l'époque, je visais à peu près 10 000 francs. Ça faisait à peu près 1 500 euros, d'accord? Et mon premier salaire, c'était 1 540 € net. Ouais, ouais. Du coup, je me suis dit, putain, ah, c'est cool, je gagne beaucoup plus que le SMIC. Je devais gagner, je sais pas, 200 ou 300 balles de plus que le SMIC. Mais à l'époque, pour moi, j'étais contente, je pensais bien gagner ma vie. Sauf que ben, les appartements à Annecy, c'était très facilement 600 €. Donc, du coup, les 33%, j'étais au-dessus, je trouvais pas à me loger. Enfin, du coup, c'était un peu la première douche froide, on va dire, de dire, putain, mais heureusement que j'ai ce salaire-là, parce que je me dis, si j'étais au SMIC, je pourrais même pas me loger. Avec bien sûr 2 garants, etc. Et j'ai bataillé pour trouver un logement. Et du coup, à ce moment-là, toujours aucune idée de vouloir investir ou quoi que ce soit. Voilà. Après, comment ça s'est passé? J'ai bougé sur Aix-les-Bains et j'avais un compagnon à l'époque qui, lui, était propriétaire de sa résidence principale. Mais ça m'a pas... Je me suis dit, tiens, c'est cool, mais en même temps, ça me paraissait inaccessible pour moi, en fait. Mais j'y connaissais rien, donc je savais pas. Et du coup, après, comment ça s'est passé? On a bougé sur Lyon. Donc là, il avait vendu sa RP, on était locataires tous les deux sur Lyon. Et donc, on est en 2009, j'ai 29 ans, donc les années passent, hein. Et on se sépare. Et là, moi, je m'étais dit, bon, ben, je vais rencontrer quelqu'un, on va se mettre ensemble, on va acheter une autre maison. En fait, je pouvais même pas concevoir qu'on achète autrement qu'à deux, en fait. Sauf que là, je me retrouve toute seule célibataire, et puis je me dis, attends, je commence à payer un loyer. Donc, j'avais gardé l'appart. Donc, du coup, au lieu de payer un demi-loyer, je payais un loyer complet, donc c'était quand même assez élevé. Professionnellement, j'avais bien évolué, donc le salaire, ça, c'était cool maintenant. Mais je me suis dit, attends, mais je vais payer un loyer à perte tous les mois. Donc, je pense que le premier déclic, ça a été ça, de dire, ouais, non, mais je vais pas rester dans cet appartement. Je l'adorais, cet appart, mais je vais pas rester dans cet appart indéfiniment. Et du coup, je sais pas si c'est quelqu'un qui m'a dit ou si c'est moi qui me suis dit, je me souviens pas du tout, mais moi, j'ai dit, faut que j'achète ma résidence. Tant pis si je suis toute seule. Tant pis si c'est pas le schéma que j'avais dans ma tête. J'achète et puis on verra quoi. Voilà. Donc ça a été un peu ça le premier, c'était l'achat de ma résidence principale à 29 ans, toute seule. Parce que tu étais célibataire à ce moment-là. J'étais célibataire à ce moment-là, ouais. Et il a fallu, je pense qu'à un moment, ça fasse ça vrille dans ma tête en disant, bah non, mais tant pis, j'achète quoi. Seule ou pas seule, en fait, on s'en fout quelque ouais, part. Ouais. Je veux arrêter de payer. En fait, c'était ça. Je veux arrêter de payer un loyer à perte. Je pense que je payais plus de 1000 balles de loyer parce que j'avais un grand appartement que j'étais bien et je voulais le garder. Donc, quand t'es deux, bah, tu payes 500 balles, c'est OK. Quand t'es tout seul, ça commence à peser, quoi. Donc, j'ai trouvé ma RP. Ça, c'était aussi un grand moment parce que bah, j'y connaissais rien. Du coup, j'ai demandé à ma maman de m'accompagner pour faire les visites. La fille de 29 ans qui n'est pas foutue de visiter un truc toute seule, en sachant que ma mère, il connaissait pas plus que moi, mais j'étais juste rassurée, tu vois, d'avoir ma maman avec moi. Et alors par contre, l'avantage, c'est que du coup, j'ai un bon bagage dans les travaux parce que, alors ouais, peut-être faire le parallèle avec le professionnel, c'est que du coup, donc, j'étais urbaniste pendant 3 ans à Annecy. Et ensuite, je suis arrivée donc, en 2007 à Lyon. Et là, je suis rentrée dans une société de pilotage de projets immobiliers tertiaire, donc tout ce qui est bureau, agence bancaire. Et je faisais de la maîtrise d'œuvre et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Génial. Donc, j'avais cette connaissance des travaux, de faire des plans, etc. J'arrive vachement bien à me projeter. Donc, ça, c'était OK. Pas appliqué aux résidences principales, enfin, pas appliqué au logement, au bureau. Mais bon, l'un dans l'autre, ça va. Donc, sur ce côté-là, je me sentais à l'aise. Donc, pour les visites, tu vois, à repérer un peu les travaux à faire et tout, ça allait. Et puis, j'ai fini par trouver donc mon appart. Et puis là, il a fallu faire le financement. Mais attends, juste une question, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que est-ce que tu t'es dit, j'achète un bien à rénover dès le départ, là, pour cette RP, ou est-ce que... Je crois que je voulais même pas trop de travaux. Ah ouais, en plus! Ah, dommage. Non, je voulais même pas trop de travaux. Enfin, je voulais surtout un peu un emplacement. Je cherchais dans le 9e, je voulais être dans le 9e parce que j'étais locataire dans le 9e et j'adorais ce quartier. Pour moi, les travaux, c'était trop cher pour les faire par quelqu'un. Donc, il fallait que je les fasse moi-même. Et si tu veux, autant tout ce qui est
Plâtrerie, peinture, sol, c'est OK. Enfin, mais autant tout ce qui était électricité, plomberie, je me sentais pas de le faire. Ma maman, elle est divorcée, donc j'ai grandi avec elle à l'âge de 10 ans, on a grandi toutes les deux. Enfin, j'ai grandi avec elle, on n'était que toutes les deux, et du coup, elle était très bricoleuse, donc j'ai beaucoup appris avec elle, mais néanmoins, je suis pas plombier, je suis pas électricien, quoi, tu vois. Donc, des petits travaux, je me sentais, mais des gros travaux, je me sentais pas. Ok. Donc, j'ai pris un truc emménageable en l'état. Ensuite, j'en ai rénové au fur et à mesure. J'ai refait par exemple toute la cuisine, mais après, j'ai rencontré mon chéri, donc il m'a aidé. Ah, chouette. Il était très calé en électricité aussi, donc ça aidait. Et après, ma maman m'a aidé aussi. On a fait une partie, enfin, tout ce qui est peinture, sol, tout ça, c'est OK, tu vois. Mais j'ai pas, la salle de bain, j'ai pas touché, voilà, quoi. Je me sentais pas forcément, et je me sentais surtout pas de payer quelqu'un pour faire des travaux à l'époque. Ça me paraissait trop cher. Ouais, Donc t'avais même voilà. pas fait de devis, c'était juste ton Ah a non, priori de départ, quoi. mais même pas ça m'est venu à l'esprit en fait. Ok. Même pas ça m'est venu à l'esprit. Non, je te dis, mais niveau de connaissance, mais zéro, 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 quoi. Et puis, du coup, il a fallu trouver le financement. Et là, c'est pareil. Le banquier, alors, j'ai eu mon prêt, c'était OK. J'avais mis de l'argent de côté depuis que j'avais commencé à travailler. Du coup, j'ai mis tout en apport. Tant qu'à faire, j'ai pas eu trop le choix parce que le tout en question, c'était juste les frais de notaire. J'avais mis pour moi beaucoup d'argent de côté, mais quelque part, voilà, quand tu as un salaire et que tu as du mal à mettre de l'argent de côté, ben, tu mets ce que tu as, quoi, tu vois. Et du coup, en fait, je voulais cet appart et c'était ric-rac au niveau de la banque. En mettant tout en apport et avec, je crois que je sais plus, je crois que j'étais pas sur 25 ans, je crois que j'étais sur 20 ans parce qu'évidemment, je voulais le prêt le plus court possible. Évidemment, la mensualité la plus grosse possible pour rembourser le plus vite possible. Voilà, enfin, toutes Ouais. les conneries à pas faire, je les ai faites. Et donc, je crois que j'ai eu un prêt sur, de mémoire, 20 ans. À l'époque, à 4,10, je crois. Donc là, maintenant, ça me fait rire, les taux qui sont à 1, 2, 3. Ouais, mais bon, à 4, ça marche aussi, hein. Et du coup, ouais, à la banque, j'ai lu toutes les lignes du contrat. Le banquier était fou en face de moi, quoi. Et j'étais là, je lisais tout et j'avais tellement peur de signer. Et si je perds mon job? Et si je suis au chômage? Et comment je fais? Et à l'époque, il n'y avait personne pour me dire, bah, c'est pas grave, tu revends. Tu vois, tout simplement, bah, si tu n'y arrives plus, bah, tu revends, tu repars en loc. C'est pas grave. Mais je pense que c'est mon chéri actuel qui me l'a dit, mais quelques années plus tard, quoi, tu vois. Mais à l'époque, j'avais tellement de peur ouais. Je sais même pas comment j'ai réussi à investir, en fait. Je sais pas comment j'ai réussi à trouver le courage à ce moment-là. Mais bon, voilà. Donc, premier achat. Et puis après, du coup, professionnellement, j'ai beaucoup évolué. Donc, ça a aidé parce que ben, j'ai fait des remboursements anticipés de prêts alors évidemment, au lieu de baisser la mensualité pour raccourcir la durée, tant qu'à faire, continuons dans la connerie. Et puis jusqu'à ce que je suis assez rapidement directrice d'agence. Au bout de... Ça faisait même pas un an que j'étais dans la boîte, en fait, j'ai eu une opportunité. Et donc à 27 ans, je me suis trouvée directrice d'agence. Et là, bah, le salaire, ça allait bien. Et là, d'un coup, j'ai fait, ah mais non, je paye trop d'impôts. Célibataire, sans enfant. En gros, j'ai fait le calcul. Je payais 3 mois de l'année pour les impôts et 9 mois de l'année, c'est dans ma poche. Ouais, ouais. Ouais, Du ouais. coup, là, j'ai dit non, mais juste pas possible. Du coup, j'avais rencontré un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, qui m'a dit il faut faire de la défiscalisation. Donc, je dis, ah bon, ok, d'accord, c'est quoi? Donc, il m'a expliqué. Je fais, ah ouais, je paierai pas d'impôts et tout, c'est cool. Donc, j'ai fait un cellier. Ok. Et puis après, quand j'ai vu que ça marchait bien, et ben, quelques années après, j'ai fait un Ouais, Pinel. parce que cellier, c'est l'ancien mot, l'ancien Oui, nom de Pinel, en du fait, c'est la Pinel, même ouais, chose. Ouais, ouais, à c'est l'époque, ça. ça s'appelait cellier. C'est les dispositifs qui sont un petit peu plus vieux, mais c'est tout à fait le même principe, c'est-à-dire que c'est un dispositif de défiscalisation sur 6 ans, 9 ans ou 12 ans, tu Ouais, voilà. choisis. Mm. Enfin, Pinel, c'est 6, 9, 12, et je crois que Cellier, c'était 9 direct. Je sais plus si on avait le choix du 6 ou pas, je suis pas sûre. Je crois que c'était 9, 12, et Pinel 6, 9, 12. Et principe, c'est, ben, tu achètes un bien, le truc, c'est que le prêt ne rembourse, le loyer ne rembourse pas le prêt, donc tu dois faire un effort financier tous les mois. Et cet effort financier te fait bénéficier d'une réduction d'impôt de l'autre côté. Je précise aux auditeurs que Corinne a Je mis fais des des guillemets. gros guillemets. Elle a mis des gros guillemets quand elle a dit. Alors, j'ai fait une vidéo sur la défiscalisation parce que
alors je suis quelqu'un de très tranché, noir ou blanc plutôt, mais là pour le coup je vais être nuancée. C'est-à-dire que d'une part, ben j'ai pas payé d'impôts pendant des années, c'était cool. D'autre part, j'ai fait un effort financier, ouais, ok, mais j'étais vraiment en capacité de le faire. C'est-à-dire que moi, ce que je reproche, c'est qu'il y a des conseillers en gestion de patrimoine qui, des fois, conseillent de faire de la défisc à des gens qui sont un peu justes financièrement. Et du coup, de faire cet effort financier en plus, ça peut foutre dans la merde des gens. Quand tu as des problèmes de loyers qui sont impayés ou de vacances locatives, eh ben, il faut quand même continuer à payer le prêt, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis un peu plus nuancée sur ça. J'ai très bien acheté. Les apparts que j'ai achetés, je les ai achetés à la frontière suisse. J'ai jamais eu de vacances locatives. J'ai acheté au prix du marché et pas au-dessus, parce que souvent le Pinel, c'est un peu au-dessus, c'est surévalué. Et mes apparts ont vraiment pris de la valeur. Donc, quelque part, je m'en suis vraiment bien sortie. Mais toujours pareil, en faisant confiance, en n'y connaissant absolument rien, en me formant pas du tout. Et pour la petite histoire, le deuxième appart que j'ai acheté, je ne suis jamais allée le voir. Ok. C'est-à-dire que quelques années plus tard, en fait, le CGP a fermé. Il y a quelqu'un qui gérait l'appart qui gérait plus. Du coup, je me suis retrouvée à devoir gérer l'appart. J'ai un locataire qui est parti. Je suis arrivée devant la résidence et j'ai dit, je ne sais pas où est l'appart dans la résidence. Et là, je me suis dit, mais t'es complètement inconsciente, ma folle, quoi. Mais t'es tarée. Comment t'as fait ça à l'époque? Parce que ça, je l'ai eu, c'était il y a 2 ou 3 ans, tu vois. Il y a pas... Donc, entre-temps, je me suis formée à l'immobilier, j'ai investi dans des biens rentables, voilà, j'ai complètement évolué. Mais j'ai dit, mais inconscience totale, la meuf, au départ. Et j'ai eu énormément de chance, quelque part, parce que ça s'est bien passé. Mm. Et en même temps, quelque part, bah ouais, c'est que tu prends des risques à des moments, avec ton niveau de connaissance du moment, et puis voilà. Mais c'est exactement en fait moi ce que je partage des fois à l'audience, c'est que ne rien faire du tout, ce sera toujours C'est pire pire. que des investissements qui sont peut-être pas les meilleurs du monde, mais au moins tu as fait quelque chose. Et même une résidence principale, moi je dis que c'est mieux que ne rien faire. Si à la limite tu veux pas investir en locatif, enfin voilà. Donc complètement aligné. Et c'est cool parce qu'au final ça t'a fait avancer dans ta démarche, même Bien si... sûr. C'était pas le truc parfait, mais c'est vrai que tu vois, par exemple, donc nous, on accompagne les personnes à investir et on se rend compte que maintenant, il y a tellement d'informations que les gens, ils veulent absolument tout savoir, tout maîtriser, tout et avoir l'affaire parfaite. Et en fait, du coup, bah, ils font rien. Ouais, il procrastine. Alors que finalement, si on reparle à la Coco, enfin à Corinne de 2009, bah, elle y connaissait absolument rien. Elle a fait comme ça et puis voilà, quoi, tu vois. Enfin, Ouais. donc des fois, la surinformation, c'est pas toujours très utile enfin, c'est contre-productif par rapport au fait de passer à l'action. Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. Donc, alors, donc t'en étais à t'as fait donc ces deux Pinel, Ah et ouais, enfin, ensuite un cellier, un Pinel, ouais. un CELI et un Pinel, pardon. Et du Mhm. coup, maintenant, comment ça se passe dans ta tête? T'es fière de toi, j'imagine, d'avoir fait déjà ces deux premiers investissements. Enfin, Ouais, plus ma RP, donc je suis propriétaire de 3 biens. J'ai le Pinel, j'ai fait quoi 2000, j'en sais rien, en 2016, quoi, donc 36 ans, tu vois, j'ai 3 biens, voilà. Mais en fait, non, j'en parle à personne. ah oui, Non, j'en parle à personne parce que pour moi, tu parlais des croyances de l'enfance. Euh, pour moi, j'avais. Alors, c'est pas mes parents qui m'ont dit ça, hein, j'ai jamais entendu ça, mais j'avais ces croyances, je sais pas d'où elles viennent, de être propriétaire, c'est, je vais pas dire le sale propriétaire qui exploite le locataire, c'est être riche, enfin, tu vois, j'avais toutes ces choses-là et du coup, j'avais tendance plutôt à planquer tout ça en me disant que je risquais d'être jugée ou voilà. Donc j'avais un peu peur de tout ça. Et puis j'avais peur aussi de faire des conneries et qu'on m'attende au tournant en me disant ah bah tiens tu vois t'as acheté et maintenant bah, je sais pas t'as un loyer impayé, une vacance locative, t'es dans la merde financièrement. Voilà donc j'étais très très discrète là-dessus. Et en parallèle de ça, du coup, bah, j'ai continué à bien grimper au niveau professionnel. Donc, en tout, si tu veux, j'étais directrice d'agence pendant 10 ans, 2 fois 5 ans, 2 structures différentes, toujours dans le même domaine. mhm. Et puis, en 2016, ouais, début 2016, revers professionnel, je me fais virer.
Ah ouais. Et là, tu te fais virer avec tes deux Pinel et ta résidence. Pardon, je dis toujours Pinel, Ouais, mais ouais, série et Pinel ouais, et ouais. ta résidence principale. Mes deux défisques, si tu veux, tu veux dire Ouais, mes ouais, deux ouais. défisques. Et ma RP, en sachant que mon chéri il se fait licencier 3 semaines avant moi. Donc lui, fin 2015, moi début 2016, en 3 semaines d'écart, on se fait virer tous les deux. Et là, euh, tu parlais de, comment dire, d'éléments déclencheurs, tu vois. Ouais. Euh, Là, tu fais, ah, il s'est passé quoi là? Parce que moi, enfin, moi, je m'y attendais pas. Pour résumer le truc, si tu veux, bah, fonction dirigeante, on a tendance à te mettre dehors assez vite. Et là, en l'occurrence, il y a un huissier de justice qui est arrivé au bureau un matin. J'ai été convoquée en 15 minutes et au bout de 15 minutes, j'étais dehors. Ah ouais, c'est d'une violence. Donc, Enfin, c'était ouais. extrêmement violent. C'était très compliqué pour moi de l'accepter. Et je pense que c'est même pas encore digéré parce que il y a des petites choses qui se passent des fois au quotidien où je fais, ah, je sens qu'il faudrait que je fasse encore un travail là-dessus, quoi. Ça a été très douloureux, humiliant, enfin, tous les, je sais pas, le qualificatif négatif, j'ai très très mal vécu. Et puis c'était mon bébé, quoi. Moi, j'avais créé l'agence il y a 5 ans. J'ai pas compris. Puis j'ai pas compris en fait. En plus, c'était ça le pire, je crois. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Parce que du coup, tu avais les actionnaires de l'agence qui ont En décidé comme gros, ça dans leur tour d'argent, un truc un peu comme c'était la ça ou... direction parisienne qui a décidé de me licencier. Ouais. Ok. Donc voilà. Et là, je vais par ailleurs chez le médecin et on me diagnostique un truc qui est pas très cool. Et je rentre au mois de janvier 2016, et janvier, mois pourri, quoi. Et je rentre et je dis à Yanis, enfin mon chéri, je dis, écoute, c'est quoi? Je dis, Bali, c'est maintenant. Je descends de la voiture et je lui dis, Bali, c'est maintenant. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tout, je fais, c'est maintenant. C'est pas dans un an, dans 2 ans, c'est maintenant, quoi. Et du coup, en fait, on est parti et on a voyagé pendant plusieurs mois. Ah, génial! Du coup, tu vois, ça a été après coup, oh, franchement, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie de me faire virer. Parce que tout ce qui a découlé derrière, c'est grâce à ça. Mais Ah sur le ouais. coup, c'était très douloureux, Ouais, ouais, clairement. ouais. Du coup, donc, on est parti voyager, on est parti à Miami, on a fait la Réunion, on est parti à Bali pendant plusieurs semaines parce que c'était mon rêve. Et voilà. Après, on a fait des voyages aussi avec les enfants de mon chéri en France. À Miami, non, elles sont venues avec nous aussi. Enfin, voilà. Et puis, bah, au bout de quelques mois, on s'est dit, bon, ben, on va retrouver un job. Donc, mon chéri, il a repris un job de salarié. Et puis, ben, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Donc vous êtes Re- retourné à Annecy, c'est ça? Vous Non, habitiez on à... était... Ah non, alors, pardon, Là, non, vous non, on étiez à était Lyon. à Lyon. On était Ouais, à à Lyon. Lyon. Ok, parce que On est à j'avais... Lyon depuis... Moi, je vis à Lyon depuis plus de 15 ans. Ouais, ouais, ouais. À Dans le Lyon. 9e Voilà. arrondissement, si j'ai bien compris. Ça, c'était mon premier appart. Depuis, Ah, on a ton pas mal premier bougé. appart. Ok, Ouais. d'accord. Maintenant, je suis à la campagne, je suis en dehors de Lyon. Ok. Et, euh, et du coup, mince, je sais plus ce que je disais. Donc là, vous aviez pu vivre un peu aussi, il y avait le chômage qui a Oui, permis de faire ce petit voyage. Et en fait, c'est génial parce que c'est vrai que quand on bosse, on a toujours une bonne excuse pour pas prendre de congé. Et du coup, bah, le fait d'être entre deux jobs, mm. c'est comme ça Bah, que ça, t'as raisonné ou... ouais, alors, enfin, j'ai eu du mal à raisonner comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, je me dis, il faut que je trouve un autre job. Euh, et puis, en fait, le fait qu'on soit tous les deux au chômage en même temps, je pense que ça a aidé. Parce que quand on a un qui est au chômage et l'autre, il y a un décalage de rythme, etc. Alors que là, on était tous les deux, donc bon, voilà. Et puis, mon chéri s'était renseigné pour se mettre à son compte, mais en portage salarial. Et il avait eu une réunion très intéressante qui disait, mais vous savez, le chômage, vous y avez cotisé, vous y avez droit. Parce que moi, j'avais honte d'être au chômage. Pour moi, c'était honteux, c'était pas acceptable, c'était, enfin, tu vois, c'était que du négatif encore. Et du coup, ça m'a vachement déculpabilisée. Par contre, c'est l'entourage, ça a été plus compliqué. Vous êtes des profiteurs, enfin, des mots comme ça, ouais, vous profitez du chômage, ça se fait pas, machin. Et du coup, ça, c'était un peu plus ouais, complexe à gérer. Mais finalement, effectivement, quand tu as bossé 10 ans, 15 ans, enfin mon chéri est plus vieux que moi, donc 20 ans, ben, tu as le droit aussi à quelques mois, un Bah, moment pour pour décompresser et reprendre de respirer. l'élan. Bah oui. Ça, moi, pour digérer, je pense Mm. que j'aurais été incapable de reprendre un job derrière, en fait. Je pense que j'étais démolie intérieurement et que j'aurais pas pu reprendre un job finalement, tu vois. Enfin, j'aurais fait de la merde, donc voilà.
Et après, je me suis posé la question de dire, OK, ben, je veux monter une société, mais je sais pas trop dans quoi, parce qu'on m'a toujours dit, mets-toi à ton compte, mais moi, entrepreneur, panique totale, non, non, pas le même salaire tous les mois, pas possible. Et donc, j'ai rencontré toujours mon fameux CGP qui m'a proposé à un moment de s'associer avec lui, donc pour faire plutôt du marchand de biens. Donc, je suis partie dans cette direction et je dis, OK, je vais créer ma boîte. Je voulais plus du tout entendre parler du métier de l'aménageur tertiaire. Pour moi, c'était terminé. C'était trop douloureux. Mais alors, juste pour comprendre, parce que c'est rigolo, qu'un CGP te conseille de devenir marchand de biens. Parce que lui, il en faisait par ailleurs, lui Ok, aussi, tu vois. Il faisait pas que ça. Il faisait pas que du ok, CGP, il faisait aussi du marchand. Et du coup, comme il savait que j'étais dans l'immobilier, on s'était déjà pas mal côtoyé en dehors du fait que j'étais sa cliente. Mais ok, par exemple, j'avais fait l'aménagement de ses bureaux, ok. tu vois. Donc voilà. Et puis finalement, au moment où j'ai vraiment déposé les statuts de ma société, j'ai des anciens clients qui m'avaient contacté sur LinkedIn et tout. Parce que moi, j'ai disparu du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu interdiction de, de recontacter mes clients ou quoi que ce soit. Ouais, Du ouais. jour où on m'a mis dehors, on m'a dit, tu rentres chez toi, t'as plus de téléphone, t'as plus de mail, t'as plus rien et tu disparais. Donc du coup, j'ai respecté ça, ce qui fait que même les clients ne comprenaient pas, quoi. Ils disparaissent du jour au lendemain. Mais il y a des clients qui m'ont retrouvé sur LinkedIn, hein, Bah ils ouais. sont pas débiles, hein, les gens non plus, quoi, voilà. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui m'ont sollicité. Et au bout de quelques mois, quand j'ai monté ma boîte, j'ai dit, bon, vas-y, je remets. Donc, consulting et apporteur d'affaires, c'est le truc de départ, mais j'ai rajouté maîtrise d'œuvre, assistante maîtrise d'ouvrage, contractant général. J'ai remis les choses que je faisais avant. Et c'était très bien parce que quelque part, donc j'ai créé ma boîte officiellement début 2017. Ah ouais, ouais. Et du coup, alors attends, parce que j'essaie De suivre. de suivre le fil, parce que t'as une longue carrière avec plein de Ah, choses désolée, dedans. ouais. Non, c'est génial. Et du coup, en fait, donc t'en étais à... là, tu dis entrepreneur, Ouais. tu arrives à lancer ton activité Mhm. grâce à ton réseau, ton ancien réseau qui te retrouve, etc. Et puis Ouais, avec toutes tes compétences que tu as accumulées depuis des années. c'est ça. 10 ans, enfin 13 ans avec l'urbanisme, ouais, 13 ans, ouais. Mais alors du coup, parce que comment est venu avec ça l'investissement immobilier rentable? Tout à fait. Alors, très bonne question. En gros, quand je me fais virer, donc on est en janvier 2016, quand on m'a fait l'annonce, en février 2016, j'ai du temps, je suis à la maison, et je tombe sur une vidéo d'un ancien prof de salsa qui nous balance une vidéo en disant, enfin, un ancien prof de salsa, il est prof de salsa, c'est juste que c'était un ancien prof pour moi, et il disait, ouais, votez pour ma vidéo, etc. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je regarde. Je m'attendais à voir une vidéo de salsa et de bachata. Et là, je vois une vidéo d'immobilier. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il s'appelait Vincent. Je pense qu'il se reconnaîtra, j'espère. Et du coup, en fait, il avait fait un programme qui s'appelait QLRR. C'était la Rat Race de Cédric Anissette. Et en gros, il y avait un espèce de concours où il faisait des vidéos et celui qui avait le plus de votes gagnait je sais pas quoi. Et donc, je suis allée fouiller. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, mais il achète un appart, je comprends pas, machin, voilà. Et je tombe sur le programme, donc c'était QLRR 4 à l'époque, donc ça date, hein. Et là, c'était les derniers jours pour s'inscrire. Et il n'y a pas de hasard, quoi. Tu vois, tu tombes là-dessus et c'était, je vais pas dire une connerie, je sais plus, 1500 € peut-être, 1200, 1500 €. Et moi, c'était le bout du monde. Je dis, oh, mais c'est hyper cher, mais jamais je vais mettre de l'argent là-dedans et tout. Et je me souviens des conversations avec mon chéri de l'époque en disant, mais non, mais. Et puis il me dit, de toute façon, il me dit, au pire, tu vas apprendre. De toute façon, là, tu as plein de temps libre, parce que j'étais en préavis pendant 3 mois à la maison. Je dis, vas-y, quoi, tu vois. Enfin, on voyageait aussi, quoi, mais j'avais le temps. Et du coup, genre, j'ai dû prendre le truc, là, tu sais, ils te mettent un compte à rebours, et genre, j'ai dû faire le dernier jour, j'ai dû m'inscrire en disant, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Et je m'inscris. Et là, je découvre un investissement rentable. Et là, je dis, mais non, mais je suis passée complètement à côté du truc, quoi. J'ai quand même 37 ans à l'époque, tu Ouais, vois. ouais. Le réveil, il est tard, hein, tu vois. Et du coup, après, comment ça se passe? Donc, ouais, donc je suis les modules de formation. On avait des petits, qu'on appelle ça? Pas des cerveaux collectifs, mais il y avait des petits masterminds où on se retrouvait entre gens de la région. C'était bien foutu, en fait. Ils prenaient toutes les adresses de tout le monde et ils mettaient des petits groupes, etc. Et puis, je me forme, mais je passe pas à l'action. Je fais rien de particulier jusqu'au QLRR Live. Donc, ça doit être genre en octobre. Donc, tu vois, de février à octobre. Bon, en même temps, je voyage aussi. Donc, voilà.
Et là, je vais à Paris. Donc déjà, pour moi, très grosse zone, sortie de zone de confort parce que je suis assez introvertie et j'ai beaucoup de mal à aller dans des trucs comme ça, aller vers les gens, etc. Et là, j'y vais toute seule, sans mon chéri. Et je me retrouve dans une salle où il y a, je sais pas, 2000 personnes et j'en prends plein la tête pendant 2 jours. Et là, je me dis, putain, mais j'ai tellement raté de trucs, quoi, mais c'est pas possible, quoi, tu vois. Enfin, vraiment, ben, en gros, que ta retraite, bah, t'en auras pas, que du coup, il faut se la créer, que investir dans l'immobilier, c'est pas forcément faire un effort financier tous les mois, que tu peux te faire de l'argent avec, tu peux vivre de l'immobilier. Enfin, voilà, je pense que le déclencheur il était à peu près là. Donc là, on doit être fin 2016. Ouais, fin 2016. Et j'ai encore mis pas mal de temps à faire mon premier investissement parce que début 2017, en fait, je suis allée voir un chasseur IMO en disant, bah voilà, je voudrais trouver un immeuble. Bah, surtout que tu lançais ton activité en En parallèle, même temps, donc ça fait quand ouais, même beaucoup. c'est ça. Et ce chasseur IMO, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, j'ai fini par être chasseur IMO pour lui. Tu vois? Donc, je l'ai contacté la première fois en me disant, j'aimerais que tu me trouves un immeuble. Et puis finalement, il cherchait du monde pour. Et puis je me suis dit, bah, maintenant je suis à mon compte, donc je peux faire ce que je veux, donc je peux avoir deux activités quelque part. Donc j'ai démarré une activité de chasse IMO en parallèle. Donc je fais deux activités en même temps. Donc, marchand de biens et Non, chasseur IMO et non, maîtrise d'ouvrage ou... ouais, voilà. Alors, marchand de biens, ça s'est pas fait Ok. parce que le partenariat était foireux et que ça s'est pas fait. Par contre, chasseur IMO, oui. Et puis, j'ai créé ma société donc de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est ça. Ok. Donc, si tu veux, en gros, j'étais quasiment temps plein sur la maîtrise d'œuvre, enfin, sur ma boîte EOSIS. Et après, le chasseur IMO, je faisais ça en plus dès que j'avais du temps, etc. Et voilà. Et ça m'a permis, en plus, ce qui était cool, de trouver mes premiers biens immobiliers pour moi, quelque part. Et de me former énormément. J'ai tellement appris en 1 an et demi sur tous les cas de figure, sur enfin, tout le process d'investissement, etc. Donc ça, c'était vraiment une superbe école pour moi, quoi, tu vois. Et j'ai oublié un truc, ouais, je voulais revenir quand même sur quelque chose, c'est que quand je me fais licencier, mes petites défiscalisations, quand tu te retrouves au chômage et que tu as un Ah, tiers de salaire en moins, bah, elles te servent plus à grand-chose en fait. ah Donc ça, c'est le premier ouais. effet qui se coule. C'est que ben, tes défis, ben, tu te les traînes parce que tu es engagé dessus et que bah voilà. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que donc j'ai acheté après ma première colocation avec mon chéri, donc en 2018. Là, on te dit taux d'endettement, etc. On fait les petits calculs et là, tu comprends qu'en fait, les défis que tu as amputent ta capacité d'emprunt parce que justement, tu as un taux d'endettement qui est déjà assez conséquent et que en plus, 70% des loyers ne couvrent pas la mensualité. Donc, ça te handicape pour investir, quoi. Bah Et ouais. là, tu fais, ah, merde. Mais Mais du bon, coup, et du coup, ton premier investissement rentable, c'était oui, quoi? C'était une quel type coloc d'investissement? Une coloc, du coup. en 2018, quand j'étais au chômage, enfin, officiellement, j'étais au chômage, j'étais en création d'entreprise depuis 1 an. Ouais, j'avais même pas un bilan. Et du coup, c'est grâce au fait que comme tu étais chasseuse de biens en même temps, bah, Hmm. tu avais une super bonne connaissance de ton marché et tu as Ouais, chopé un super plan et tu t'es dit, vas-y, ouais, cette fois, c'est moi qui me lance, c'est ça. Alors je le fais, quoi. c'est même plus fun que ça, c'est que j'ai trouvé un bien qui était super rentable. Je dis mais il est trop bien ce bien et tout, et je retourne à l'agence, je leur dis bah voilà j'ai trouvé ça, et le mec avec qui je bossais me dit bah non en fait au niveau, bah, on peut parler chiffres si tu veux, j'avais pas mal de clients qui cherchaient un bien rentable, mais ils avaient un budget max de 220 000 euros. Et là, cette coloc, ça faisait un budget global de 240 000. Donc, on n'avait pas de clients à mettre en face. Et moi, j'étais là, mais c'est trop con, mais il est super rentable ce truc et tout, et un super cash flow. Et là, le mec, il me dit, mais pourquoi tu le prends pas pour toi? Je te jure que ça s'est passé comme ça, quoi. Et là, tu fais, ah ouais? Ah, ok. Ah, mais j'avais pas pensé. Parce qu'il savait que je cherchais par ailleurs, tu vois, parce que je visitais des trucs et tout, et que voilà. Mais j'avais vraiment dissocié mon boulot de mes recherches perso et en fait, du coup, je suis retournée avec mon chéri qui m'a dit ouais, allez, vas-y, banco. Et puis, on a acheté le premier bien comme ça, quoi. Et du coup, vous l'avez acheté à deux, celui-là. Ouais, celui-là, on l'a acheté à deux. Ouais, ouais, tout à fait. En indivision, en enfin, LMNP, LMP maintenant. Et voilà, et après, on a enchaîné sur d'autres colocations essentiellement. Parce que c'est vraiment, ben, moi, je cherchais à avoir du cash flow.
le plan à l'époque, c'était de dire j'investis en immobilier, ça me génère des revenus passifs. Je mets des guillemets aussi, passifs, parce qu'il y a toujours des merdes à gérer, il y a toujours un petit peu de temps à passer quand même, mais c'est quand même décorrélé du temps décorrélé de ton temps. Et le plan de départ, c'était de dire bah, j'achète suffisamment d'immobilier pour être indépendant financièrement, c'est-à-dire couvrir mes besoins alimentaires, on va dire, et ensuite arrêter de bosser. Ça, c'était le plan de départ. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte assez vite que arrêter de bosser, je me serais fait chier comme un rat mort au bout de, à mon avis, 3 mois, et encore, je suis gentille, et que j'aimais entreprendre. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, ça me permet, l'immobilier, d'avoir un matelas de sécurité pour entreprendre plus sereinement. Et du coup, c'est comme ça que après j'ai créé Investir comme elle avec Mélanie. C'est-à-dire que j'avais déjà ma boîte qui tournait depuis quelques années et je vivais sur ma boîte très, très correctement. L'immobilier commençait à grossir et ça faisait un matelas de sécurité aussi. Et là, je dis, bah, OK, là, on peut se lancer sur une nouvelle société qui va pas nous payer au départ, mais où du coup, tu peux prendre un risque, tu vois. Et Mélanie, que tu vas interviewer, elle a un petit peu la même démarche, c'est qu'elle aussi, elle a une société sur laquelle elle vit, comme moi. Et du coup, ça nous permet à toutes les deux de développer sereinement, investir quand même. Ok, et alors Voilà. du coup, toi, tu as enchaîné un petit peu les investissements après la première coloc rentable. Mhm. Et comment t'as fait au niveau de la banque pour pas te faire bloquer? T'as juste eu des... Je sais pas, non mais je pose la question parce J'ai- que... Je n'ai jamais eu un nom de la banque. Jamais. Franchement, le dernier investissement qu'on a fait, ça a été un peu plus tendu parce que alors notre banque historique a commencé à dire ouais, bon, les cocos, vous êtes gentils là, mais au niveau en cours bancaire, ça commence à faire. Ils voulaient que je nantisse une partie assez conséquente en assurance vie. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, c'était un bien qui coûtait 65 000 euros. C'était pas sur la région lyonnaise, hein, clairement. Après, il fallait faire des travaux de réno, mais on arrivait à un budget de 140 000. Et du coup, ils voulaient que je nantisse 50 000 euros. Je dis, je vais pas nantir 50 000 sur un bien qui coûte 65 000. Je dis, dans ce cas, je l'achète cash, c'est débile. Déjà, le banquier, il n'aime pas quand on dit ça. Mais du coup, ça m'avait un peu énervée. Du coup, j'avais des contacts d'investisseurs parce qu'entre-temps, j'avais intégré un mastermind aussi, qui m'avait énormément apporté en termes de diversification, de réseau et puis de voir plus grand, en fait. Tu vois, moi, je pense que je voyais vraiment petit. Et encore, je pense que je vois encore petit, mais voilà, tu as des étapes à chaque fois. Et du coup, C'est quoi le mastermind pour ma curiosité Alors, le mastermind à l'époque, c'était le cercle immobilier expert ou le cercle des investisseurs dans le CIE, cercle immobilier expert, je crois. C'était le mastermind de Vincent Edmond et Maxence Chabert. Ok, ouais, je Il connais a fait pas, mais il a c'est pas duré grave. que 1 an, ils n'ont pas reconduit. Et on Ok. était une quinzaine. Il y avait que 2 ou 3 nanas, au Ouais. passage. Et du coup, il y avait vraiment des gens qui étaient très, très avancés. Et du coup, ça a vraiment beaucoup apporté. D'ailleurs, c'est suite à ça que moi, j'ai créé mon propre mastermind l'année d'après avec Mélanie sur Lyon, donc le club des investisseurs entrepreneurs lyonnais, où là, c'est la 4e année qu'on fait ça. Et j'ai voulu dupliquer le truc, mais l'avoir en local, où on se rencontre une fois par mois, on parle et immobilier et entrepreneuriat. En fait, on est tous entrepreneurs finalement. À un moment, tu es investisseur et après entrepreneur ou l'inverse, mais souvent, ça va de pair quand même. Et voilà, donc dans ce mastermind de l'époque, il y avait des gens qui avaient, ben, pareil, des gros encours bancaires et qui, du coup, ben, avaient des bons contacts. Et donc, j'ai contacté une banque et qui m'a dit, bah ouais, je vous finance, etc. OK. Donc, je suis retournée voir ma banque historique. Non, je suis même pas retournée la voir. J'ai dit, bah moi, je vais partir avec eux, avec la nouvelle banque. Et au moment où je dis que je pars avec la nouvelle banque, il y a mon ancienne banque qui me rappelle et qui me dit, ah, mais finalement, c'est bon, vous suit, etc. Ah! Et j'ai dit, bah non, je vais quand même aller avec la nouvelle banque. Je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier non plus. Et puis voilà. Mais du coup, contrairement à mon associée Mélanie, tu verras qu'il y a eu un nombre de noms incalculable. Elle a fait un high score en termes de refus bancaires. Moi, jusqu'à présent, j'ai pas eu de difficultés par rapport à ça. Et après, là, ces derniers temps, j'ai pas investi. Alors, c'est pas que j'ai pas envie. On a eu non, deux, j'exagère. On a eu 3, 4 projets d'immeubles qui ont planté les uns après les autres, certains même au-delà du compromis, tu vois. Et donc, j'ai pas eu à affronter, là, ces derniers mois, on va dire, tu vois, où les conditions bancaires sont plus complexes. Mais par contre, Mélanie, là, elle vient de lever 500 000 euros pour acheter un immeuble, donc comme quoi c'est encore possible. Et elle a un taux d'endettement qui est à peu près comme le mien, hein, et qui est pas Ok. du tout à 35%. Ok. Mais après, tu peux investir en société.
du coup, en SCI, c'est plus les mêmes calculs. Bien sûr, il y a le reste à vivre, et puis il y a tous les loyers qui tombent aussi, tu vois, qui sont pris en compte, même s'il n'y en a qu'une partie qui est prise en compte, etc. Évidemment, c'est plus complexe aujourd'hui qu'en 2018, où on achetait en 110%, tu mettais 0 d'apport et c'était nickel, mais c'est encore faisable d'investir aujourd'hui. Ok, donc là c'est super. Et du coup, aujourd'hui, tu peux te dire que tu pourrais vivre uniquement de tes revenus de l'immobilier ou est-ce que tu considères que c'est complémentaire avec ton activité Alors, d'entrepreneur? c'est un peu faussé parce qu'il y en a une partie avec mon chéri. Donc, j'allais dire quand même, on fait moite-moite, Bah hein. ouais. Encore que, enfin, non, par exemple, tu vois, parce que si on revient sur mon appart en cellier, au bout de 9 ans, j'ai sorti du dispositif et je l'ai passé en meublé. Et je suis passée d'un cash flow négatif à un cash flow positif. Ah super. Juste parce qu'en fait, tu as des loyers plafonnés et que tu es à la frontière suisse. Et je suis passée de 800 euros à 1 300 euros de loyer. Ah oui, ça fait du bien, ouais. Ah, ça fait du bien, oui. Donc voilà, donc aujourd'hui, cet appart, moi, il me fait un petit cash flow. Et après, tout le reste de l'immobilier, aujourd'hui, on n'y touche pas. On le réinjecte en fait à chaque fois dans l'investissement suivant. Ça nous sert Ok. d'apport en fait pour l'investissement suivant. Donc pour répondre à ta question, oui, je pourrais vivre aujourd'hui. Alors que de l'immobilier, non, il faudrait un bout de l'entrepreneuriat quand même Ok. pour l'instant. Mais volontairement, j'y touche pas parce que voilà, ça permet de faire d'autres investissements derrière. Et c'est vraiment c'est un outil hyper puissant pour te générer de la trésorerie, enfin, et te créer un apport, quoi, tu vois. Donc, Bah, voilà. c'est intéressant ce que tu dis parce que enfin je pense qu'il y a beaucoup de personnes de l'audience qui rêvent peut-être un jour de devenir entrepreneur ou qui ont Ouais. ça en tête et c'est vrai que j'en ai déjà parlé notamment avec une autre personne que j'avais interviewée avec Claire Dalen, c'est que Ah en oui. fait ouais, tu connais Enfin, Claire Dalen? enfin, je connais bien Antoine. Oui, tu connais bien Antoine. Antoine était dans mon mastermind, le CIE. Et Et ben c'est lui voilà. qui m'a donné le contact de la banque D'accord. en Et ben question. ah bah excellent. Voilà. Et en gros avec Claire on discutait qu'en fait dans le projet de devenir entrepreneur, en fait en fait si jamais on veut devenir libre financièrement et quitter son salariat, on n'est pas obligé d'avoir tous les revenus qui viennent de l'immobilier pour pouvoir s'arrêter de bosser, qu'en fait ça peut être un complément Oui, et que ça rassure et c'est ça. ça donne de la sérénité pour entreprendre en fait et que c'est C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que je te disais que moi, le plan de départ, c'était de dire, je me génère autant de revenus immobiliers que ce que j'avais avant en salaire et ça me paye. Mais dans la réalité, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais, quoi, tu vois. Et peut-être qu'un jour je le ferai, je sais pas. Mais aujourd'hui, je prends plus de plaisir à développer des business, à entreprendre, que vraiment à dire ouais, j'investis. Et puis, à un moment, c'est investir pour investir, mais tu sais plus pourquoi tu investis. Si c'est juste pour du fric, bah le fric, c'est pas une bonne motivation. C'est qu'est-ce que tu veux faire derrière avec ce fric, etc. Et moi, mon kiff aujourd'hui, c'est vraiment de voyager. Je voyage énormément. Là, je pars au Cameroun dans 2 jours. Il y a cette liberté. Tu es entrepreneur, donc tu es libre. Tu es investisseur, tu es libre. et du coup ton conjoint, enfin j'imagine que tu as envie de voyager avec lui, du coup lui aussi il a dû faire ce cheminement quoi. Alors lui, il est toujours salarié. Il a beaucoup moins de congés que moi. Donc bah, des fois, je pars. Là, l'année dernière, je suis partie en Guadeloupe sans lui, hein. Donc ça l'énerve. Ça lui donne envie aussi. Donc lui, il s'est créé un petit side business aussi. Il a un petit pied qui commence à être dans l'entrepreneuriat. Oui, à terme, clairement, l'objectif, c'est que lui aussi il puisse quitter son job, quoi, tu vois. Mais lui, il est plus sur la partie vraiment que immobilier. Il a pas encore trop la partie entrepreneuriale. Pour l'instant, il n'a pas vraiment de projet. Donc, voilà. Mais c'est vrai il y a un moment où ben, il voit cette liberté que j'ai, même dans ma semaine, quoi. Tu vois, le lundi matin, ça, je raconte dans mes stories, le lundi matin, je vais faire mon cours d'abdos à 9h30 le lundi matin. C'est comme ça. Bah, cette liberté-là, quand tu es salarié, tu l'as pas. Bah ouais. Et voilà. Bah ouais, bah carrément. Et du coup, alors parce que moi ce que je trouve quand même génial dans ton parcours, c'est que t'es passé d'un mindset, ben j'allais dire fille d'instituteur, en mode bah y a pas d'autre option que Fonctionnaire, d'achète ma ouais, résidence principale en couple et c'est tout quoi. c'est ça. Et là t'es passé en mode bon bah du coup je sors même pas l'argent de mon immobilier, c'est juste pour le réinjecter et faire grossir mon patrimoine. C'est ça. Enfin c'est incroyable. Et du coup pour toi c'est le plus gros. Enfin, comment t'as basculé comme ça à ce point en fait?
C'était l'événement, le fameux moment où tu as acheté cette formation en ligne. Je pense pas que ce soit à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, je mettais juste un orteil dans le truc en disant je découvrais tout ça. Je pense que ça a été au fur et à mesure des rencontres. Le fameux mastermind, le CIE, le fameux mastermind que je co-anime avec Mel depuis 4 ans aussi. Je pense que c'est voilà, de voir que c'est possible, que d'autres l'ont fait et dire, OK, t'as fait ça, comment t'as fait? Je veux faire pareil, en fait, tu vois. Et je pense qu'il y a un moment, t'as des barrières qui disent, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Et un jour, en fait, les barrières, elles se barrent parce que tu vois qu'il y en a d'autres qui le font. Donc, si les autres le font, c'est qu'il y a moyen, quoi, tu vois. Mais je pense pas qu'il y ait eu vraiment un truc, un jour, un déclic. Mais par contre, je sais que à un séminaire, alors j'ai fait aussi beaucoup, beaucoup de séminaires, je me suis énormément formée, j'ai un budget formation qui est juste énorme maintenant. Les petits 1 500 €, ils sont de ma première formation, ils sont tellement loin. Mais j'investis sur moi. Pareil, investir sur soi, cette notion, je la comprenais même pas. Là, aujourd'hui, j'ai un coach business, un coach PNL et un coach sportif. Ah ouais, moi Ah, j'en suis voilà. pas encore là, il faut qu'on progresse. Mais du coup, en fait, c'est trop bien, quoi, tu vois, de t'entourer de gens positifs, d'énergie positive, de choses positives, de gens qui passent à l'action, de gens qui réussissent, ou de gens qui échouent, mais qui essaient, qui échouent, qui recommencent, qui voilà. Et c'est ça, qui vont de l'avant, quoi, tu vois. Et c'est pareil, ben, par exemple, tu vois, tu disais pourquoi j'investis. J'investis aussi parce que je sais que je n'aurai pas de retraite, clairement. Je suis parfaitement lucide sur le sujet, et que ma retraite, je me la crée et que je n'attends pas, j'attends rien de l'État, en fait. Voilà, je me dis, ben, je me fais moi ma retraite. Peut-être que j'aurai un petit quelque chose, je ne sais pas, tant mieux. Mais si j'ai rien, je m'en prendrai qu'à moi-même parce que j'ai rien fait. Et si j'ai quelque chose, je me dirais, ben, ok, je me suis bougé le cul pour faire quelque chose, quoi, tu vois. Bon, ça, c'est un peu Et, le sujet polémique en ce moment. C'est un peu touchy, j'évite trop d'aller sur le sujet, mais au moment, si on voit que les choses, elles avancent pas, ben, faut faire par soi-même, quoi. et justement, en fait, ça m'intéresse parce que tu as dit justement de s'entourer de personnes positives, etc. Ouais, Est-ce que tu rencontres ou tu as rencontré cette problématique à un moment donné où tu as changé aussi un peu de ton entourage, à évoluer? Parce que tu oui, as les anciens amis, et, tu vois, qui comprennent pas forcément oui, la démarche ou qui restent, qui stagnent, entre guillemets. Enfin, c'est ouais. embêtant, mais comment t'as vécu ça? Entourage familial et amical, pas forcément très bien. Entourage familial, en fait, bah, pendant très longtemps, ma famille ne savait pas ce que je faisais. Et c'est quand j'ai rencontré Mélanie qui m'a dit, ouais, mais elle qui est très dans la communication, etc. Et moi, j'ai dit, en gros, c'était vivons heureux, vivons cachés, quoi, tu vois. Et du coup, elle m'a encouragée à commencer à parler de ce que je faisais. Du coup, je dis oui, mais du coup, ça veut dire que ma famille va le savoir. Elle me dit, mais ta famille ne sait pas. Je dis, mais non, ça va pas ta tête. Voilà, et aujourd'hui, même mes parents ne savent pas exactement ce que j'ai en termes de patrimoine. Juste, mon père, il m'a dit un jour, il me dit, je suis pas inquiet pour toi, je me doute que tu as fait ce qu'il faut et voilà, tu vois, donc il a confiance sur le fait que ce que j'ai fait, mais je reste assez pudique là-dessus. Et par contre, l'entourage amical, bah, en fait, je me suis rendu compte que les sujets de conversation m'intéressaient de moins en moins. Et c'est surtout qu'en fait, j'ai rencontré des gens avec qui j'arrivais mieux à discuter. Ou, enfin, Mel, mon associé, on peut parler pendant des heures et des heures, et de tout, et de tout, et de tout. Alors que souvent, j'allais à des soirées avant et en fait, ben, je me sentais pas à ma place, mais j'arrivais pas à savoir pourquoi, tu vois. Et du coup, ben, il y a une période où effectivement, ben, tu t'éloignes un petit peu de tes amis actuels. T'as pas encore les nouveaux amis, donc une espèce d'un peu de traversée du désert où tu sens que t'es plus à ta place, mais tu cherches ta place et tu cherches à être plus aligné en fait quelque part. Et puis après, tu rencontres de nouvelles personnes, tu crées de nouvelles amitiés et c'est cool. Et après, j'allais dire, enfin, je reste encore quand même amie avec d'anciennes amitiés, hein, c'est pas ce souci, mais c'est juste que tu n'abordes pas forcément les mêmes sujets et qu'il y a des sujets, tu sais, qu'il faut pas aborder parce que ça sert à rien, parce que ça sert. Enfin, pareil, je vais reprendre Mel. Mel, au départ, elle essayait de convertir tout le monde. Ouais, il faut Ouais. tous investir, etc. Et voilà. Et en fait, parce qu'elle pensait avoir trouvé la solution, mais c'est la solution pour elle, mais c'est pas adapté à tout le monde. Il y a des gens qui n'investiront jamais, qui resteront dans leur job toute leur vie, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde, et l'investissement non plus. Parce qu'il y a quand même des choses à gérer, il y a
des difficultés à avoir comment dire, avoir la capacité à endurer, quoi, tu vois. Donc, à un moment, tu dis, bah, c'est OK, c'est chacun son rythme, chacun son chemin de vie et c'est OK. Bah, c'est super. Alors, donc, faut pas qu'on traîne trop là par rapport à la fin de l'épisode parce que ça fait quand même un Pas de certain souci. temps qu'on papote. Donc, j'ai encore deux sujets dont je voulais te parler. La première question que j'avais, c'était un petit peu, qu'est-ce que toi, tu considères comme étant un peu ta spécialité en investissement immobilier? Parce que tu as parlé de coloc à un moment Ouais. donné. Est-ce que tu considères que tu as un petit peu des choses que tu sais particulièrement bien faire? Est-ce que tu as fait de la location courte durée? Non, Non? Tu as fait que de la je, longue durée du coup? je veux pas faire de courte durée. Ok. En tout cas, pour l'instant, je dis pas jamais, hein, mais Ouais. ça m'attire pas. Mélanie, elle s'y est mise il y a pas longtemps là, mais c'est pas un truc qui m'attire. Mais peut-être que dans le futur, ça viendra. C'est vrai que moi, je suis plus sur la colocation. Et ma spécialité, on va dire, je vais parler plus entre Mel et moi, c'est que moi, je suis très technique. Je suis très travaux, forcément. J'ai un background de travaux de 15 ans. Et voilà, donc ouais, j'adore toute la partie technique, toute la partie conception. Alors, conception, attention, j'aime pas la déco. Ok. Je déteste la déco. Il y a plein de nanas qui adorent la déco. Je déteste ça. Moi, j'adore les travaux. Ok. Voilà. Donc, moi, ça va être plutôt la partie travaux, suivi de travaux. Et puis après, je veux dire, faire un suivi de projet de A à Z. J'aime bien piloter le projet. Mais ouais, moi, je m'éclate sur la partie travaux, vraiment. Voilà. Ok. Et ensuite, je voulais te demander, bah, du coup, comment Moi. est-ce que tu as rencontré Mélanie, du coup? Parce que tu t'es Ah! associée avec quelqu'un. Oui. Et Alors, c'est... Mélanie, je l'ai rencontrée sur un événement immobilier, Ok. évidemment. On était une petite vingtaine et on devait se présenter un par un, expliquer un peu notre parcours. Donc, moi, je suis venue avec mon chéri, elle est venue avec son chéri. Et puis, on s'est recroisés genre un an et demi, 2 ans après, à un autre événement immobilier. Donc, elle se souvenait de moi, elle est venue me voir. Elle me dit, ah tiens, salut, tu te souviens de moi, on s'était vu, machin, nan, nan. Et là, j'ai fait non. Et avec ma franchise, voilà. Et du coup, elle s'est dit, ok, super, la meuf, elle est pas très sympa. Du coup, elle a commencé à discuter avec mon chéri, qui est plus extraverti et plus ouvert. Et du coup, de fil en aiguille, on s'est revus plusieurs fois, on a sympathisé, on s'est fait des restos tous les quatre, etc. On a visité nos biens respectifs. Et puis après, on s'est dit, allez, viens, on fait un truc. Au début, on voulait faire une formation sur la coloc. On s'est dit, ouais, mais est-ce qu'il y a un besoin? On ne sait pas. Donc, on a créé au début 10 bêta-testeuses. On a fait venir pendant 3 sessions. On leur a fait payer un petit truc parce que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, pour qu'elles soient présentes, qu'elles soient engagées. Et du coup, le premier réunion, on leur a dit, bah voilà, quels sont vos besoins, etc. Et nous, on envisage de créer une formation. Et elles nous ont toutes dit, mais en fait, alors déjà, ce qui est marrant, c'est que il n'y en a aucune qui était des débutantes. Nous, on pensait s'adresser aux débutants, c'était pas des débutantes. Et on n'a pas un besoin d'information, on a un besoin de pouvoir échanger et partager avec d'autres personnes, parler immobilier, parler chiffres, parler rentabilité, de manière bienveillante et complètement ouverte. Et donc, c'est comme ça que le club est né au départ. Le premier truc qu'on a créé, c'est le club. Et du coup, on a commencé à avoir les premières adhérentes. Et là, on s'est dit, mais attends, faut qu'on crée une société du coup, parce que voilà. Et du coup, la société est née comme ça. Alors, donc si les personnes qui nous suivent veulent te suivre, sont intéressées par, voilà, par suivre vos aventures, par votre formation, votre énergie, vos contenus gratuits, c'est où est-ce que vous donnez le plus de valeur peut-être? Où Alors, est-ce qu'ils peuvent vous suivre? là où on est le plus actif, c'est sur Instagram. Donc, investir comme elle, Comels. Donc là, on partage notre quotidien. Notre quotidien. D'ailleurs, on partage notre quotidien d'investisseuses et d'entrepreneurs avec aussi les merdouilles, clairement. Mais on partage aussi notre quotidien enfin, nos activités, tu vois. Par exemple, Mélanie, ce qu'elle aime faire. Ou, enfin, moi, je suis fan d'acro-yoga. Je me suis découvert une passion pour l'acro-yoga il y a 6 mois. Donc, je mets aussi de l'acro-yoga sur investir comme elle de temps en temps. C'est normal, voilà. Si tu veux, on montre tout, quoi, tu vois, voilà. Et ensuite, notre site internet, plus pour la partie formation, c'est www.comels.fr. Ok. Voilà. Et après, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook. Mais les grosses, c'est Instagram et notre site internet.
Et vous avez aussi un podcast, du coup, qui s'appelle Oui. Investir. Ouais, bah, je sais pas. J'en parle jamais. Oui, on a un podcast. Oups. Non, parce que, ouais, mais parce que On a- les gens qui écoutent des podcasts. Donc, s'il y a C'est bien vrai, un tu as endroit où tu raison, parles tu de as ton raison, tu as podcast, c'est raison. sur un podcast. Oui, donc effectivement, nous avons un podcast, Investir comme elle, toujours pareil. Et notamment, on diffuse, on s'était challengé avec Mélanie d'interviewer 50 femmes investisseuses et on a relevé ce challenge. On a terminé au 1er janvier 2023, la 50e interview. Et donc, vous pouvez retrouver toutes ces interviews sur notre podcast, notamment. Génial. Bah, merci beaucoup, Corinne. Et puis, Merci à bah, toi. j'ai vraiment hâte de découvrir Mélanie parce que j'ai eu des Ah, petites, c'est pas la même, tu verras. Moi, je suis la blonde, elle, c'est la brune. C'est deux énergies complètement différentes. On est totalement opposés, mais très complémentaires. Et en gros, tout ce qu'elle aime, je déteste. Et tout ce que j'aime, elle déteste. Donc, c'est assez fun. c'est top. Eh Voilà. bah, très bien. Bah, merci beaucoup. Merci Salut. beaucoup. À bientôt. Au revoir.